De mon côté, le parfum Vichy m'indispose. Mon nez est décidément anglais, je l'ai dit. Tant qu'à faire, s'il le faut, pour faire bouger les caves et déranger les placards, on s'appuiera sur le gâtisme d'extrême gauche avant de le jeter lui aussi par la fenêtre. Ce sera tout un art et il y faudra du temps. Voilà pour la surface. En réalité, c'est l'expérience intérieure du langage qui me tient, m'entraîne, m'approfondit. On ne choisit pas cette passion, elle s'impose, et Sartre a tort. La littérature n'est pas une névrose, mais un chemin de connaissance de plus en plus magique et précis. Est-ce que tu veux reprendre l'hôpital militaire Montbéliard? Ah oui, l'hôpital militaire, c'est où ça? 45 aussi ouais. Autour de ah 110, oui, c'est assez 115. Drôle. Oui, oui. Quand on se... 110, oui. Ah oui, ça c'est la façon de faire avec les psychiatres, oui. C'est intéressant aussi comme expérience. C'est toujours très jeune. Oui. Oui, alors en principe, donc le général allié doit s'occuper d'obtenir ma réforme parce que là, les autres titres, j'ai confiance et j'ai tort. J'apprendrai par la suite. Ça aussi, je peux le raconter une dizaine ou une vingtaine de fois. Personne ne m'écoute. Furieux. J'ai tort. J'apprendrai par la suite que mon dossier militaire est finalement arrivé à la frontière électrifiée avec la Tunisie, région à haut risque où on se faisait tuer comme des mouches. Cette gracieuseté fera exploser mon amitié méfiante, mais pas assez, avec son fils. Étrange famille. Disparition du Petit Solaire, ce cadeau de revue pour le jeune mythomane, à prétention littéraire de l'avenue Victor Hugo. On peine à le croire, et d'ailleurs je n'ai jamais été cru sur cette question pourtant essentielle de ma biographie. Mes amis ou mes proches pensent que j'ai eu assez de chance et de privilèges comme ça, bourgeois. De quoi me plaindrais-je? Je ne me plains pas, je raconte. Mais personne n'écoute. Voilà des rapports sociaux à l'état brut. Je ne vais me sortir de cette misère que de justesse. Arrivé à Montbéliard, dans l'Est, je vous recommande Montbéliard, dans un camp disciplinaire, mon dossier médical ne suffit pas et j'ai été repéré comme ayant signé une pétition contre la torture en Algérie. Imprudence. J'ai un livre avec moi qui n'inspire aucune confiance aux surveillants locaux. Le Tractacus de Wittgenstein. J'aime la littérature et la poésie, mais aussi, et c'est plus grave, la philosophie. Les recherches logiques de Husserl m'enchantent. L'ego transcendantal, la réduction phénoménologique sont pour moi des sensations tout à fait nettes. Ce goût ne me quittera plus avec des embardés du côté des mystiques, etc. Le camp est situé sur un plateau neigeux en plein vent. Il fait moins 10 degrés. Je tombe sur la chambrée, c'est tout dire. J'ai déjà remarqué à Paris que les appelés, ayant de très bons dossiers de réforme, ne veulent pas les utiliser, la réforme leur paraissant une honte, l'un par rapport à ses parents, l'autre aux yeux de sa fiancée. La servitude volontaire saute ici aux yeux, pas besoin d'avoir lu la Boétie, mon compatriote, masochisme effarant, logique implacable. Je n'ai connu aucun réfractaire, aucun déserteur. C'est pourtant ma décision immédiate. On n'entre à l'infirmerie du camp qu'à partir de 39 degrés 5 de fièvre. Comme attacher mes guêtres me gonfle et que j'en ai plus qu'assez d'entendre chaque soir les désolantes obscénités de mes camarades, je vais donc me lever de ma couchette en douce et me promener pieds nus et torse nu dans la neige, en espérant que la fièvre finira bien par venir. Elle vient. À l'infirmerie, un gradé sentant la supercherie vient me dire que l'armée a droit à 2% de décès par malade. Ce qui n'est pas grave, et je jette évidemment les médicaments et la nourriture. Je décline assez vite avec satisfaction la liberté ou la mort, et mes parents, sans nouvelles, finissent par s'inquiéter, surtout ma mère qui, une fois en mouvement, est très décidée et coriace. On me transporte en ambulance à l'hôpital militaire de Belfort. Elle suit dans un taxi. Montbéliard, Belfort, voilà au moins 2 villes où je ne mettrai plus jamais les pieds.
Maintenant, c'est la guerre d'usure. J'ai 2 objets fétiches, une écorce d'orange, dont j'ai déjà parlé ici, que je vais respirer en ouvrant la lucarne des chiottes et des lames de rasoir, que j'ai dissimulé dans un ourlet de mon pyjama. J'ai bien l'intention de m'en servir si ça dure. En même temps, je cesse de parler et garde le regard obstinément fixé sur le sol. J'ai une très bonne connaissance des sols. Ce comportement finit par intriguer, donc, psychiatre. Avant de poursuivre, un tuyau à qui voudra s'en servir, un de ces trucs qu'on se refile à mi-voix dans les couloirs, pour perturber un électroencéphalogramme, serrer et faire grincer légèrement les dents. Il paraît que ça marche. Un type me dit ça dans la banlieue de Paris pendant que je subis des expériences tests dans une cave au sujet de mon asthme. Tenez, respirez ça. Odeur d'amandes amères, violente crise immédiate, étouffement, convulsion et retour titubant à l'air libre pour contempler Paris de haut, grotesque Rastignac transporté via le Val-de-Grâce, en camionnette grillagée comique, le texte qui raconte ça, etc. Je l'ai écrit. Psychiatre, maintenant. C'est un capitaine plutôt brave con. Il m'interroge et je me tais. 3 fois, 4 fois, 5 fois. Il me demande alors de dessiner un homme et une femme nus. Oh, le gros malin, c'est trop beau. Adam et Ève, comme dans Cranach, sans feuilles de vigne. Je m'y mets avec application, je dessine très mal, mais j'y parviens. Un homme et une femme parfaitement reconnaissables, puisque je m'attarde longuement sur les sexes et les poils, bien différenciés, bien visibles. Seulement voilà, ils n'ont pas de bras. Le type me regarde incrédule, mais ses yeux brillent. Il tient son cas. Il ne leur manque rien, je secoue négativement la tête. Et regarde bien, tu n'as rien oublié. Ce tutoiement risque de me faire réagir, mais du calme. Cette absence de bras est grosse, comme un immeuble, mais plus c'est gros, plus ça marche. Je continue ma grève de la faim, etc. Alors, bon, et puis Malraux, voilà, je finis par être libéré. C'est un mois et demi, 2 mois, hein. On plonge vite vers une dépression sans retour. On maigrit beaucoup, bon. Quel beau mot, réforme, pas en religion, mais en armée. Voilà, je suis donc réformé sur l'intervention de Malraux, qu'on a fini par joindre, sans pension pour terrain schizoïde aigu. Le schizoïde aigu vous salue. J'enverrai un mot de remerciement à Malraux, qui me répond sur une carte de deuil par ces mots incroyables. C'est moi qui vous remercie, monsieur, d'avoir eu l'occasion, une fois au moins, de rendre l'univers moins bête. Quel style, comme tout a changé. C'est moi qui vous remercie, monsieur, d'avoir eu l'occasion, une fois au moins, de rendre l'univers moins bête, mais donnez-nous des ministres comme ça. Quelle vulgarité. Voilà. Et je sors de cette ridicule petite saison en enfer, maigri de 20 kilos, etc. Voilà. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de ce rapport de celui qui est écrit au père, que Antoine avait signalé, et tu parles de cette lecture de Maître Eckhart au moment de l'enterrement de ton père, c'est page 158. Oui. On va finir comme ça. Oui. Hein, par exemple. Comme tu étais présente, tu peux authentifier cet épisode qui, si je le raconte, n'est pas cru en général. Tu étais bien là, tu es sûr. Alors, quand mon père est mort en 1970, devant la lourde misère expéditive de l'enterrement catholique, j'ai pris l'initiative, parce qu'on n'accompagne plus au cimetière, j'ai pris l'initiative au cimetière, voilà, Shakespeare un peu, de monter sur le tas de terre au bord de la fosse, le cercueil était là, et de lire un passage de Maître Eckhart que j'avais dans ma poche, devant une famille pétrifiée de stupéfaction et qui, par la suite,
ne fera aucun commentaire. Je lui devais bien ça, à ce père discret, généreux, musical, pudique. C'est certainement l'acte le plus étrange que j'ai jamais accompli. Le sermon de Maître Eckhart que j'ai lu, que je vais vous lire, s'appelle « Il est dans l'âme un château fort où même le regard du Dieu en trois personnes ne peut pénétrer. » Et je vous laisse imaginer la scène d'un fils qui lit ça sur la tombe et devant le cercueil de son père. Eckhart. Je l'ai déjà dit. Il est dans l'âme une puissance qui n'est liée ni au temps, ni à la chair, qui émane de l'esprit, reste dans l'esprit et est absolument spirituelle. Dans cette puissance, Dieu se trouve totalement. Il y fleurit et verdoie dans toute la joie et tout l'honneur qu'il porte en lui-même. Cette joie est si profonde, d'une grandeur si inconcevable, que nul ne saurait l'exprimer pleinement avec des mots. Car le Père éternel engendre sans cesse dans cette puissance son Fils éternel, en sorte que cette puissance collabore à l'engendrement du Fils et s'engendre elle-même en tant qu'il engendre ce Fils dans la puissance unique du Père. Et si un homme possédait tout un royaume et tous les biens de ce monde, et qu'il les abandonne par pur amour de Dieu pour devenir l'homme le plus pauvre qu'ait jamais vécu sur terre, que Dieu lui envoie ensuite autant à souffrir qu'aucun homme n'ait jamais souffert, que cet homme endure tout cela jusqu'à sa mort, et que Dieu lui accorde alors ne serait-ce qu'un instant de contempler d'un seul coup comment il est lui-même dans cette puissance spirituelle, cet homme éprouverait une joie telle que toutes les souffrances et toutes les privations lui paraîtraient encore trop peu de choses, bien plus, si Dieu ne lui accordait jamais, dans la suite, le royaume du ciel, il aurait néanmoins été trop largement récompensé de tout ce qu'il aurait jamais souffert, car Dieu est dans cette puissance comme dans l'éternel instant présent. On voit bien ce que le sulfureux Eckhart veut dire. Dieu fleurit sans pourquoi, comme néant, créateur et illuminateur. Sans le savoir ni oser l'imaginer, le pauvre mort, tu auras toujours été libre et sans pourquoi. Et maintenant, le cimetière et l'énorme silence sanglant. Je revois le tas de terre, l'assemblée, le cercueil, la fosse. Puissance de l'éternel instant présent, c'est la formule. En somme, vous avez toujours plus ou moins mêlé le transcendantal, la mystique, la poésie, la pensée, l'amour, l'érotisme, l'ironie, la révolution. Mais oui, et c'est justement ça, la révolution. Je vous remercie, Antoine d'abord, parce qu'on est allé tout à fait au cœur du sujet, et vous, chère Julia Kristeva, à qui je peux dire que je te suis infiniment reconnaissant de ton encouragement ce soir et de façon permanente.